Le deuil d'un enfant, qu'il soit né ou pas, est une épreuve indicible et cruelle. Pour faire une part du chemin de notre deuil, nous aimerions être reconnus. Il existe aujourd'hui de nouveaux mots, googlisé, poilade, selfie, zlatané et tant d'autres. Aujourd'hui, une femme sur 4 perd son enfant avant ou juste après la naissance. Des parents perdent leur enfant et n'ont pas de nom à donner. Alors s'il vous plaît, pour tous ceux et celles pour qui ce nom dans un dictionnaire serait non seulement une reconnaissance, mais aussi un moyen d'avancer dans leur deuil, donnez-nous cette immense satisfaction en faisant passer notre message auprès des décideurs. Gabriel, c'est un petit garçon qui a été très désiré. Ma femme est tombée enceinte en 2014. Et malheureusement, au milieu de la grossesse, on a appris qu'il était atteint d'une malformation cardiaque extrêmement grave. Un ventricule unique ou hypoplasie du cœur gauche. En fait, son cœur est mal formé. Au lieu d'avoir deux ventricules comme tous les cœurs, il n'y en a qu'un seul. C'est comme s'ils avaient fusionné en un. Et malheureusement, c'est une pathologie qui est extrêmement grave, qui empêche la bonne circulation du sang dans l'organisme. Et sa vie était compromise. Il n'y a pas de remède à ça. Tout ce qu'on a pu faire, c'est tenter une chirurgie palliative qui, en cas de succès, lui permettrait de vivre entre 20 et 30 ans, quelque chose comme ça, le temps que son cœur tient le coup. Il est né en janvier 2015, le 27 janvier 2015. Tout de suite, il a été opéré à une semaine de vie. Il a subi une très grosse intervention chirurgicale. On a à peine eu le temps de faire sa connaissance qu'on le voyait partir dans le bloc opératoire. Et l'intervention a duré toute une journée complète, une longue journée d'angoisse. Il s'est battu comme un chef, il a survécu de justesse à l'intervention chirurgicale, parce que malheureusement c'était une intervention extrêmement compliquée. Et puis finalement il est sorti de réanimation, on a pu commencer à avoir une vie de parent à l'hôpital. On a pu commencer dans la chambre à lui donner le bain, à lui lire des histoires, à le serrer dans nos bras, même si il se fatiguait très très vite, mais à lui donner des biberons aussi. C'est une vie de parent très, très particulière. Bon, malheureusement, c'est une chirurgie qui réussit lorsque tout va bien. Lorsque tout fonctionne de façon optimale, c'est une chirurgie qui a une chance de permettre la vie. On a découvert d'autres trucs, une artère pulmonaire qui était atrophiée, le cœur qui battait pas très bien, du coup on avait peur de perdre un poumon. C'était compliqué, les chirurgiens débattaient beaucoup. Et là, ça a été coup de massue après coup de massue. C'est alors qu'il récupérait bien petit à petit, son état s'est dégradé jusqu'au jour où il a été renvoyé à l'hôpital Necker parce que son cœur avait vraiment des difficultés. Et c'est là que, quand on est arrivé là-bas, qu'ils nous ont dit, on nous a fait asseoir dans une petite pièce et puis on nous a dit, voilà, ça a commencé à être compliqué. Il n'y a plus vraiment d'options chirurgicales. Son cœur n'est pas assez fort, pas assez robuste et il ne reste plus que quelques heures à vivre. Et donc c'était le début des soins palliatifs. C'est-à-dire que malheureusement, ce petit bonhomme, avec toute sa force, toute la force dont il a fait preuve, il y avait plus aucune option et donc on se retrouvait dans une chambre d'hôpital à attendre qu'il s'en aille. Il était sédaté pour pas souffrir et puis on se retrouve là au chevet à attendre petit à petit que toute vie le quitte. Et finalement, il s'est battu vraiment énormément parce qu'il devait vivre que quelques heures d'après les médecins. Il a tenu 3 jours. 3 jours pendant lesquels on sentait qu'il s'accrochait. Il avait le poing serré. Il avait vraiment envie de vivre. Il voulait nous prouver quelque chose. C'était une force incroyable, ce petit garçon. C'était extraordinaire. Et il est décédé le 14 mars 2015 à l'âge de 46 jours. Malheureusement des suites de sa malformation cardiaque.
Je pense que les autres, même la famille proche, ne sait pas comment réagir. Ils se disent, est-ce que je dois en parler? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois participer au fait que ce soit oublié, que ce soit un mauvais moment de passer? Il y a plusieurs choses. Il y a la famille très proche. Souvent, par exemple, le papa. Il faut qu'on parle des papas, des papanges. C'est important parce que aujourd'hui, ils arrivent, je pense, plus facilement à accepter de se laisser aller à leurs émotions. Mais le papa se sent souvent obligé de soutenir la maman parce que c'est elle qui a souffert, c'est elle qui a souffert physiquement, elle souffre moralement et on ne pense pas assez souvent au papa qui lui aussi voit tous ses projets s'écrouler d'un seul coup et qui se sent, comme je le disais tout à l'heure, obligé de soutenir la maman et d'être fort. C'est une partie du travail que j'essaie de faire, d'essayer de parler au papa, de leur dire vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de dire que vous êtes triste, que vous êtes en colère, que vous êtes pas bien. Vous avez le droit d'aller mal. Vous n'êtes pas juste là pour soutenir la mère. C'est un truc qu'on entend beaucoup, ça. Allez, accroche-toi. Il faut que tu sois fort pour soutenir ta femme qui doit être extrêmement triste. C'est une violence incroyable de dire ça à quelqu'un qui vient de perdre un enfant, de dire ravale ta souffrance. Ravale ta souffrance, c'est des gens qui ont plus besoin implicitement de soutien que toi. Tu as besoin d'être là pour soutenir les autres. Et toi, qui c'est qui te soutient? Qui c'est qui est là pour ces papas-là? C'est un tabou terrible et j'essaye de l'exposer au grand jour parce que c'est un tabou qui est la faute de personne en quelque sorte. C'est comme tous ces préjugés, les stéréotypes, les trucs comme ça, c'est la faute de tout le monde et personne à la fois. Donc, il faut juste en prendre conscience, en parler et avoir un peu de recul et se dire attention, il faut qu'on considère les papas à leur juste place, au même titre que les mamans. Surtout dans les épreuves, surtout quand ça va mal. Pour les parents, c'est une double peine, parce qu'ils perdent un enfant, mais en même temps, ils n'ont pas le droit de parler de cet enfant, puisqu'on ne leur donne pas le droit. Alors qu'il suffirait qu'il y ait, heureusement, ça arrive aussi souvent, mais il suffirait qu'il y ait un accompagnement, que les gens te disent simplement je suis avec toi, parle-moi de lui, comment il s'appelle. C'est important de donner un prénom à un enfant parce que ça lui donne un statut. Je serai là tant que tu en auras besoin. Voilà, des mots comme ça qui, je pense que tu es d'accord avec moi, permettent d'avancer dans ce chemin de deuil et de ne pas tout occulter. On ne parle pas de la mort d'un enfant, on parle de la mort d'un parent parce que, entre guillemets, c'est normal. Les parents, au bout d'un moment, ils ne sont plus là. Les enfants, c'est pas normal, on n'en parle pas, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de gens parce que c'est horrible, donc les gens ne veulent pas en entendre parler. Et il y a toute une communauté silencieuse qui a besoin de parler de ça et dans laquelle je me suis intégré, avec qui on a énormément échangé et ça m'a énormément aidé dans ma reconstruction. Et j'espère que j'ai pu aider peut-être d'autres parents à se reconstruire à travers le dialogue, en essayant de casser tous les tabous, en essayant de parler de ce dont on n'a pas le droit de parler. La parole s'est libérée, heureusement. Et ça évolue tout doucement. Moi, je le vois dans le groupe que j'ai. Malheureusement, on est obligé d'avoir un groupe fermé, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont été acceptées dans ce groupe peuvent lire ce qui s'y passe. Et c'est salvateur pour eux parce qu'ils ne peuvent pas en parler dans leur famille. Donc, d'écrire des livres, de les laisser sur la table, de laisser la personne à côté pouvoir l'ouvrir, on s'aperçoit que ça libère la parole. Et les gens aujourd'hui se donnent le droit d'être triste, le droit d'en parler, et heureusement le droit de pouvoir se sortir de ce malheur, de pouvoir évoluer vers l'acceptation, parce que c'est ça le but, accepter. Le grand défi quand on est parent, c'est de faire exister un enfant qui n'est plus là. L'enfant a une place dans la famille, mais il n'a pas de présence physique. Et du coup, il faut trouver
une façon de montrer que cette place existe, qu'il a existé, qu'il ne faut pas l'oublier, que... En fait, cette parange, c'est une lutte perpétuelle contre l'oubli. Moi, j'ai beaucoup utilisé les tatouages pour donner place à l'enfant. Le tatouage, c'est un symbole absolument magnifique parce que il y a un parallèle avec la cicatrice, la douleur du tatouage, qui correspond un peu à la douleur de la perte, le fait que ce soit définitif, correspond au fait que l'enfant décédé ne reviendra absolument jamais. Et surtout, ça rend visible une cicatrice invisible. Moi, tous mes tatouages parlent de mes enfants. Je n'ai pas à culpabiliser de ce qui s'est passé. J'ai fait mon maximum. Je les protège toujours, dans Gabriel dans sa mémoire et Ariane comme ma fille. Et ça m'a énormément aidé d'avoir ça. C'était mon premier tatouage vraiment visible que je montre au quotidien, que je ne peux pas vraiment cacher. Et pour me rappeler de toujours être fier de qui je suis, de jamais culpabiliser, de jamais m'effacer face aux autres, de toujours défendre la mémoire de mon fils contre les gens qui vont vouloir l'oublier ou qui vont vouloir balayer d'un revers de la main l'importance qu'il a pu avoir dans ma vie. C'est mon histoire. 13 mai 1991. 26 ans, 27 peut-être. Mon Dieu, j'ai oublié. J'ai oublié la date, j'ai oublié l'année. Comment est-ce possible? Mais je n'ai rien oublié de ces quelques mois passés avec toi, mon amour. Tu étais en moi, avec moi, 24 heures sur 24. Je l'ai su tout de suite, avant même le test. J'ai su que pour la deuxième fois, je portais un bébé dans mon ventre. J'ai été à l'écoute de mon corps, en permanence, à l'écoute de ton petit cœur qui battait et me rassurait. Jusqu'au jour où les premiers symptômes de la toxémie sont apparus. Je les ai reconnus immédiatement. J'ai alerté le médecin qui, lui, m'a rassuré, m'a dit qu'il n'y avait pas de risque. J'ai dû pleurer pour qu'il me prenne au sérieux et accepte de m'hospitaliser. Je suis restée quelques jours, et comme c'était Pâques, en tout cas un long week-end férié, la mémoire me fait encore défaut, le médecin en chef m'a dit que je pouvais rentrer chez moi pour le week-end. Un infirmier passerait tous les jours pour vérifier ma tension. Je ne sens pas le bébé bouger, lui rétorquai-je. Ce à quoi il me répondit que c'était sans doute à cause des médicaments, que le bébé devait dormir. Le gynécologue qui me suivait depuis le début de ma grossesse commença alors à prendre les choses au sérieux. Il est bien connu que les patients sont ignares, seule la médecine sait. Et ce n'était pas faute de le lui avoir dit les jours précédents. Il se décida enfin à pratiquer une échographie. Je retenais mon souffle pour tenter d'entendre battre ton petit cœur. Mais je n'entendis rien. Que le mien, qui à ce moment-là voulait lui aussi s'arrêter. Alors, d'un air résigné et professionnel, ce monsieur m'a dit « Il faut être fataliste ». Ce mot résonne encore à mes oreilles 26 ans plus tard. Il faut être fataliste. Elle, parce que tu étais une petite fille, mon amour, aurait pu naître avec de graves handicaps. Ils m'ont amenée dans une chambre de la maternité où j'ai passé 14 heures à attendre, avec des contractions terribles. Ils avaient déclenché l'accouchement avec des gélules de t'éjecter de mon corps, mon âge. T'éjecter, le mot juste, puisque au moment de la délivrance, alors que j'entendais les nouveau-nés crier à côté, je t'ai éjecté et tu es tombé sur la table. Je ne supportais plus qu'on me touche, la douleur était à son maximum, mais j'ai entendu la vie, à côté. Alors la sage-femme t'a pris dans ses bras, j'étais faible et j'ai honte de le dire, tellement libérée par la douleur disparue que je n'ai pas insisté quand elle t'a emmenée. J'ai juste eu la force de demander si tu étais bien une petite fille. Ce à quoi elle a répondu, il vaut mieux ne pas savoir, il vaut mieux ne pas la voir. Et elle t'a emporté loin de moi. Nous voulions t'appeler Anaïs, et nous avons donné ton prénom à ta sœur, celle qui t'a suivie. Non pas pour te remplacer, ô grand Dieu, non, vous êtes toutes les deux uniques. Ce prénom lui va ravir. Je lui ai expliqué ton histoire, mais voilà, aujourd'hui, je ne peux t'appeler que mon ange. Maman, vous qui lirez ce texte, s'il vous plaît, réfléchissez à cela. Anaïs n'a pas remplacé sa sœur, elle est une et unique. Ne donnez pas le prénom de votre ange à son frère ou à sa sœur. L'un d'entre eux sera obligatoirement sans nom. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils ont fait de ton pauvre petit corps.
Je ne parviens pas à faire mon deuil. Mais tu as vécu, tu as habité mon ventre, tu m'as donné des coups de pied. Je ne sais pas si un autre monde existe, après. Je le souhaite de tout mon cœur, car s'il existe, je sais qu'un jour je t'y retrouverai. 24 ans après, les pièces du puzzle ont repris leur place. J'ai enfin osé. J'ai demandé mon dossier médical et je peux enfin écrire ton histoire. Aujourd'hui, il me reste une échographie, une date. Le 13 mai 1991, un ange s'est envolé. Merci à mes 3 filles, Aurélie, Anaïs et Manon, qui ont compris l'importance pour moi d'écrire l'histoire de leur sœur. Quand j'ai débuté l'écriture de ce livre, je ne pouvais nommer mon ange. Grâce à vous, mes filles, Aurélie, Anaïs et Manon, mon bébé, votre sœur, a un prénom. C'est vous qui l'avez choisi, toutes les 3. Si Anna s'est envolée le 13 mai 91, c'est l'anagramme d'Anaïs. Il faut à tout prix casser ce stéréotype selon lequel faire le deuil, c'est tourner la page. Faire le deuil, c'est pas tourner la page. Faire le deuil, c'est apprendre à créer un lien avec la personne qu'on a perdue. C'est apprendre à lui donner une place malgré l'absence. Comment on fait pour être papa d'un enfant, ou pour être maman d'un enfant qui n'est plus là? On est toujours papa ou maman. On a toujours ce rôle, cette responsabilité, mais voilà, moi j'ai ma façon à moi d'être papa de Gabriel. Ça n'a rien à voir avec la personne que je serais si Gabriel n'avait pas existé. Rien à voir. Aujourd'hui, je parle de lui. Aujourd'hui, j'essaye de transmettre la leçon qu'il m'a enseignée. J'essaye de faire en sorte que s'il me regarde, il soit fier de moi. Leur petit cœur abattu, ils ont vécu dans notre ventre. Si nous pleurons encore quand nous évoquons leur mort, acceptez notre tristesse. Elle nous permet de cheminer dans notre deuil. Ne nous fuyez pas parce que nous sommes tristes. Tristes d'une perte que vous ne comprenez pas, puisque vous n'avez pas vu, pas connu notre ange. Il a pourtant existé dans notre ventre, dans notre cœur. Il a traversé avec nous un moment de notre vie. Le deuil périnatal aujourd'hui demeure un sujet tabou. Des bébés passés sous silence par l'entourage, parfois très proches. Des bébés qui n'ont pas existé parce que morts-nés. Des bébés interrompus, dont seuls les mamanges et parfois les papanges gardent le souvenir comme une plaie ouverte. Alors, ensemble, brisons le tabou.